faut que je vous montre un truc que j'ai récemment découvert, parce que ça m'a juste retourné le cerveau. Je vous explique, j'étais tranquillement sur Google Earth en train de farfouiller dans l'Himalaya quand je suis tombé sur ça, juste ici. Une sorte de village perdu au beau milieu des montagnes à plus de 4300 mètres d'altitude. J'ai voulu en savoir un peu plus sur cet endroit. J'ai fait mes recherches et découvert qu'il s'appelle Juelubu, a été construit en 2015 et surtout c'est un village chinois comme le montrent ces photos. Le problème c'est qu'après avoir appris ça, j'ai dézoomé et je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Juelubu n'est pas en Chine, mais se trouve plutôt de l'autre côté de la frontière, au Bhoutan. Pire, en creusant mes recherches, j'ai découvert que Juelubu est loin d'être un cas isolé. Il existe une dizaine d'autres villages chinois cachés au Bhoutan qui, d'année en année, ne cessent de s'agrandir et grignotent peu à peu un pays qui n'est pas le leur. Ce phénomène prend tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, près de 2% du territoire bhoutanais est tombé entre les mains de la Chine. Un chiffre qui pourrait rapidement passer à plus de 10% dans les années à venir, tant l'empire du milieu s'étend rapidement au Bhoutan. Elle met sur pied des écoles, des maisons, des casernes, des cliniques et fait venir des milliers de citoyens pour peupler ces nouvelles colonies. Elle construit aussi de nombreuses routes pour accélérer son expansion et a même mis sur pied des aéroports au beau milieu de l'Himalaya pour faciliter son implantation au Bhoutan. Je sais, ça paraît fou, je vous les ai dit, ça m'a littéralement retourné le cerveau et je pense que vous aussi. Parce que maintenant, vous avez probablement plein de questions en tête, comme pourquoi la Chine colonise le Bhoutan, quand a-t-elle commencé ou encore pourquoi on n'en entend jamais parler. Eh bien, pour répondre à toutes ces questions... Oula, attendez. Ok, on est reparti. Je disais donc, pour répondre à ces questions, j'ai décidé d'enquêter en profondeur et de comprendre ce qu'il se passait réellement entre la Chine et le Bhoutan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que mes recherches m'ont mené bien plus loin que ce à quoi je m'attendais. J'ai enfin compris pourquoi la Chine est en train de prendre le contrôle du Bhoutan, et surtout j'ai découvert que ce qui se passe dans ces montagnes de l'Himalaya n'est qu'une petite partie d'un plan beaucoup plus grand, reconstruire l'Empire chinois. Mais juste avant que la vidéo ne commence, deux petites choses à vous dire. La première, c'est que j'ai lancé un podcast dispo sur toutes les plateformes de streaming. Vous y retrouverez toutes mes vidéos YouTube au format audio, mais également une nouvelle série intitulée Max revient sur, où je prends le temps de revenir en détail sur certains sujets. Le premier épisode est déjà en ligne, on revient sur ma dernière vidéo concernant le trésor de Kadhafi, et je vous explique entre autres si oui ou non je compte aller au Ghana. La deuxième chose importante à vous dire, c'est de rejoindre Arcos. Ma newsletter d'actualité internationale, envoyée 3 fois par semaine, est déjà suivie par plus de 10 000 personnes. Le principe est simple, dans un monde saturé d'informations inutiles, Arcos fait le tri et vous livre l'essentiel de ce qu'il faut retenir en politique, économie, géopolitique, tech ou bien science. C'est structuré, clair, rapide à lire et pensé pour celles et ceux qui veulent rester informés sans y passer des heures. Arcos informe moins, mais Arcos informe mieux. N'hésitez donc pas à rejoindre la newsletter ainsi que le podcast, c'est complètement gratuit et c'est le premier lien en bio. Merci à tous et bonne vidéo. Ok, donc ce minuscule pays que vous voyez là, coincé entre l'Inde et la Chine, c'est le Bhoutan, un petit royaume bouddhiste situé au cœur de l'Himalaya et qui reste encore méconnu de la plupart des gens. Ça s'explique par plusieurs raisons, la principale étant que le Bhoutan pratique une politique isolationniste très dure. Le tourisme est très contrôlé, les visas sont rares et le pays n'entretient de relations diplomatiques qu'avec 56 des 193 États membres de l'ONU. Mais cet isolement est volontaire, le Bhoutan veut rester le plus loin possible du reste du monde pour préserver sa culture et son mode de vie unique. Le Bhoutan ne place ni le développement ni la croissance économique effrénée au sommet de ses priorités, car ce qui compte avant tout pour lui, c'est le bien-être de ses citoyens. Economic growth is important, but that economic growth must not come from undermining our unique culture or our pristine environment. D'ailleurs, en 1972, en réponse à l'indice PIB inventé par les Américains, le gouvernement bhoutanais a créé le BNB, le bonheur national brut, un indicateur censé mesurer le bien-être de sa population plutôt que sa seule richesse économique, histoire de bien montrer que le Bhoutan évolue selon ses propres règles en marge de tous les autres pays du globe. Enfin, presque tous, parce qu'en réalité, le Bhoutan entretient des relations privilégiées avec un pays extrêmement puissant, l'Inde. Et quand je dis relations privilégiées, c'est un euphémisme. Les deux territoires ont historiquement toujours été très proches et en août 1949, ils ont même signé un traité d'amitié dans lequel le Bhoutan acceptait de laisser l'Inde guider sa politique étrangère. Je vous traduis, l'Inde avait la main mise sur toute la diplomatie du Bhoutan, en échange de quoi le pays plaçait le royaume bouddhiste sous sa protection. Et cette alliance va très vite prendre de l'importance au début des années 50 à cause d'une autre grande puissance, la Chine.
À partir de 1949, l'Empire du Milieu dirigé par son chef Mao Zedong commence à mener une politique expansionniste assez agressive, dont on détaillera les raisons un peu plus tard dans la vidéo. La Chine annexe notamment le Tibet et commence à revendiquer plusieurs territoires situés dans d'autres pays, dont certains au Bhoutan. Pékin commence même à publier des nouvelles cartes de son pays où des portions entières du royaume bouddhiste sont tout simplement annexées au territoire chinois. Forcément, cela va créer de nombreuses tensions entre la Chine et le Bhoutan, mais également entre la Chine et l'Inde, puisque, rappelez-vous, ce pays avait placé le royaume bouddhiste sous sa protection en signant le fameux traité d'amitié de 49. Le 22 mars 1959, le premier ministre indien Nehru va d'ailleurs envoyer une lettre à son homologue chinois dans laquelle il dit, je cite, « La publication permanente de cartes chinoises montrant des parties considérables du territoire de l'Inde et du Bhoutan comme étant en Chine n'est pas conforme aux usages et aux traités établis de longue date et est sujet de grande inquiétude pour nous. » Sauf qu'en octobre 1962, un événement va venir remettre en cause les relations entre la Chine, l'Inde et le Bhoutan. La Chine de Mao vient à nouveau de surprendre le monde libre. Après la Corée, après le Tibet, voici que la puissante armée communiste chinoise, forte de 5 millions d'hommes, s'attaque à l'Inde, à qui le Mahatma Gandhi avait légué comme philosophie la non-violence et comme politique le neutralisme. Le 20 octobre 1962, la Chine lance une opération militaire de grande envergure en déployant des dizaines de milliers de soldats dans deux régions indiennes, l'Aksai-Chine et l'Arunachal Pradesh. Cette guerre sera très courte. En quelques jours seulement, les soldats chinois mettront en déroute les forces indiennes et suite à cela, Pékin annexera officiellement la région de l'Aksai-Chine. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans ce conflit, c'est surtout les répercussions qu'il va avoir sur les relations entre l'Inde, le Bhoutan et la Chine. Car mettez-vous à la place du petit royaume bouddhiste. Depuis plus d'une décennie, il avait mis toute sa sécurité entre les mains de son allié indien, pensant que cela suffirait à le protéger des ambitions expansionnistes de la Chine. Sauf qu'après la guerre de 62, le Bhoutan se rend bien compte que l'Inde n'est pas assez puissante pour assurer sa sécurité. Alors, plutôt que de continuer à tout miser sur son alliance avec New Delhi, le pays va discrètement changer de stratégie. Sans couper les ponts avec son allié historique, le Bhoutan commence peu à peu à tendre la main à la Chine pour apaiser les tensions. En 1971, le royaume bouddhiste vote par exemple pour l'admission de la Chine à l'ONU et 3 ans plus tard, il invite même une délégation chinoise à assister au couronnement de son nouveau roi. Dans les années 80, toujours dans cette optique de calmer les tensions avec Pékin, le Bhoutan consent à participer à des discussions officielles pour résoudre une bonne fois pour toutes les problèmes de frontières. Le royaume bouddhiste accepte même certaines revendications de Pékin en lui cédant par exemple la petite région de Kulakari. Mais ce geste ne suffit pas à calmer l'appétit de l'Empire du Milieu, qui lui réclame encore 2 autres territoires bhoutanais, un au nord et un à l'ouest. Sauf que cette fois-ci, le Bhoutan va refuser et aucun accord définitif ne sera trouvé. Suite à cette impasse diplomatique, les deux pays signent tout de même un traité de paix en 98, dans lequel ils s'engagent à respecter mutuellement leur souveraineté tant que les questions des frontières ne seront pas réglées. Mais malheureusement pour le Bhoutan, la Chine n'a pas vraiment respecté cet accord. 22. Selon ce gros rapport publié en octobre 2024, c'est le nombre de villages chinois construits illégalement au Bhoutan. Un chiffre conséquent qui ne cesse d'augmenter d'année en année, si bien qu'aujourd'hui, près de 2% du territoire bhoutanais est tombé aux mains de Pékin. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. En 98, le Bhoutan et la Chine signent donc un traité de paix dans lequel les deux pays s'engagent à respecter leur souveraineté territoriale tant qu'un accord frontalier n'aura pas été trouvé. Soit. Sauf qu'en parallèle de ces discussions très diplomatiques, Pékin avait un autre plan en tête et va commencer à directement s'installer dans le territoire bhoutanais. Alors au début, c'est vraiment très minime. On parle de seulement 4 bergers tibétains qui vont aller s'installer dans une vieille cabane en bois au nord du Bhoutan, dans la région du Béoul. Rien de très impressionnant, on est d'accord, mais ces bergers vont constituer la première vraie présence permanente de la Chine dans le royaume bouddhiste. Puis, au début des années 2000, l'Empire du Milieu va légèrement intensifier sa présence dans la région, en y construisant des routes et en y envoyant quelques patrouilles militaires faire des rondes. Bien entendu, le pouvoir bhoutanais va vite être mis au courant de cette situation, et la population civile elle-même va s'inquiéter de voir la Chine peu à peu s'implanter dans le nord de son territoire. Mais que peuvent-ils bien faire? Le Bhoutan est bien trop faible pour rivaliser avec l'Empire du Milieu et ne peut pas imposer ses conditions. Et même, rappelez-vous que le royaume bouddhiste ne cherche qu'à vivre en paix, loin du reste du monde. Alors risquer de déclencher un conflit ouvert avec l'une des premières puissances mondiales pour quelques routes et 4 bergers tibétains, n'y pensons pas. Le Bhoutan va donc décider de fermer les yeux, espérant sans doute qu'avec le temps, la situation finirait par s'arranger. Quelle erreur, car en 2015, la Chine va décider de passer à la vitesse supérieure en construisant un premier village dans le Béoul, Juelobu.
Oui, Juelobu, ce fameux village dont on a parlé dans l'intro de la vidéo, est le premier que va construire la Chine au Bhoutan. Et sa naissance va marquer le début d'une accélération croissante de la colonisation du pays. De plus en plus de routes vont commencer à être édifiées. De nombreux villages vont faire leur apparition un peu partout dans le Beyoul, mais également dans la vallée de Menchuma. Et surtout, le gouvernement chinois va investir énormément d'argent pour soutenir la colonisation. Toujours d'après ce rapport, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars pour transformer ce no man's land himalayen en territoire chinois de facto. Cet argent est bien sûr utilisé pour construire des routes et des villages, mais sert également à payer des Tibétains pour les inciter à s'installer dans les territoires colonisés. Résultat, leur nombre au nord du Bhoutan explose d'année en année. D'une dizaine en 2016, il serait aujourd'hui plusieurs milliers à habiter au Beyoul et dans la vallée de Menchuma. Un chiffre énorme qui se voit d'ailleurs directement dans l'évolution des colonies de l'Empire du Milieu. Tenez, prenons Juelobu, le premier village à avoir été construit. En 2021, il ressemblait à ça. Puis en 2023, de nouvelles images satellites ont montré que de nouveaux bâtiments étaient en train d'être construits à Juelobu. Et enfin, début 2025, on voit que les travaux sont terminés. Les maisons sont achevées, les routes bien tracées et une étoile rouge à 5 branches, symbole du communisme, a même été édifiée. Ok, c'est très impressionnant, même un peu flippant, on est d'accord, mais si vous suivez bien cette vidéo, je vous ai dit dans la partie d'avant que la Chine revendiquait 2 régions bhoutanaises. Une au nord, c'est donc le Beyoul, et une à l'ouest, qu'on appelle le Doklam. Et là, avec ce qu'on a déjà vu, probablement que vous vous demandez, est-ce que la Chine a également commencé à coloniser le Doklam? Eh bien, la réponse est oui, mais cette colonisation est un peu plus compliquée que celle du Beyoul. With the dispute over the Donglam area showing no signs of abating, there are some new predicting that a war could break out at any time between China and India. But how likely is that to happen? En juin 2017, une crise militaire majeure éclate entre l'Inde et la Chine. Pendant 73 jours, des centaines de soldats des deux armées se font face, à quelques mètres seulement des uns des autres, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré, mais avec des affrontements à main nue. Jamais, depuis la guerre de 62, un conflit ouvert entre les deux géants asiatiques n'avait semblé aussi imminent. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la situation dégénère à ce point ? Eh bien, le 16 juin 2017, l'Inde a découvert que des troupes chinoises étaient en train de construire une route dans la région bhoutanaise du Doklam, tout proche de sa frontière. Sans perdre de temps, elle a alors envoyé des soldats sur place pour bloquer les travaux, ce qui a déclenché un face-à-face militaire avec la Chine qui durera plus de 2 mois. Et pour comprendre pourquoi cette route a mis New Delhi en état d'alerte maximale, il faut qu'on reprenne notre carte du Bhoutan. Regardez, le Doklam est situé ici, juste à côté de la frontière indienne. Mais surtout, il surplombe un endroit très intéressant, le corridor de Siliguri. C'est un passage très étroit, assez vulnérable qu'on surnomme le cou du poulet et qui permet de relier l'Inde à ses États du Nord. It's a high point that would give China ability to oversee India's movement through the Siliguri corridor, the chicken neck. Et c'est donc pour ça que l'Inde va envoyer ses troupes dans le Doklam en juin 2017, pour empêcher la Chine de s'implanter dans cette région ultra stratégique qui rendrait le pays vulnérable en cas d'attaque. Car si le Doklam tombe entre les mains des Chinois, l'Inde pourra presque sentir le souffle de l'Empire du Milieu dans son cou. Mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est que même si l'Inde et la Chine ont failli rentrer en guerre à cause du Doklam, ça ne va pas suffire à dissuader Pékin de s'implanter dans cette région. Non, l'Empire du Milieu veut s'emparer de ce territoire stratégique et rien ne pourra l'empêcher de parvenir à ses fins. Simplement, pour éviter un autre conflit armé, la Chine va faire en sorte d'être la plus discrète possible, de mettre sur pied des infrastructures éloignées de la frontière indienne et profiter du relief de l'Himalaya pour s'implanter secrètement dans le Doklam. Elle va ainsi construire des routes, des avant-postes militaires et en 2020, le premier village chinois dans l'ouest du Bhoutan va même voir le jour sous le nom de Pangda. Et exactement comme ce qu'il se passe au Beyoul, la colonisation du Doklam par la Chine ne fait que s'accélérer avec le temps. De nouveaux villages, de nouvelles routes, de nouveaux avant-postes sont construits chaque année, provoquant la colère de l'Inde, mais surtout la peur du Bhoutan, qui voit son territoire être grignoté petit à petit par l'ogre chinois et qui perd chaque jour un peu plus le contrôle de ses territoires du nord et de l'ouest. Et le pire pour le Bhoutan, c'est que ce n'est que le début, car pour Pékin, le petit royaume bouddhiste n'est qu'un obstacle de plus sur la route de son plus grand rêve, la reconstruction de son empire.
Le 1er octobre 1949, Mao Tse-dong prononce un discours sur la place de Tiananmen dans lequel il proclame la naissance de la République populaire de Chine. Les communistes ont gagné, c'est le début d'une nouvelle ère et surtout c'est la fin pour les Chinois de ce qu'on appelle le siècle d'humiliation. Une notion à absolument connaître pour mieux comprendre la logique derrière la plupart des actions du régime chinois. En fait, ce siècle d'humiliation démarre en 1839 avec le début de la première guerre d'opium opposant l'Empire chinois des Qing aux Britanniques. Conflit qui d'ailleurs avait en partie été provoqué par une sulfureuse entreprise dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Et cette guerre de l'opium, la Chine va la perdre. En 1842, elle est obligée de signer le traité de Nankin, dans laquelle elle cède la petite île d'Hong Kong au Royaume-Uni. Et à partir de ce moment-là, l'Empire chinois va commencer un très long déclin. Pendant des décennies, il va enchaîner défaites militaires, signature de traités humiliants et perte de nombreux territoires. France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis, mais aussi Japon, Suède ou Allemagne, tout le monde profite de la faiblesse de ce colosse au pied d'argile. Et malgré la chute de la dynastie Qing en 1912 et la proclamation de la République de Chine, la situation ne va pas s'améliorer. L'Empire du Milieu va plonger dans la guerre civile et voir son territoire continuer à se morceler. Si bien qu'en 1936, la Chine ressemblait à ça, bien loin de la superpuissance qu'elle était à l'apogée de la dynastie Qing. Et ce siècle d'humiliation atteindra son point d'orgue pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon occupera une bonne partie du territoire chinois, entraînant la mort de millions de civils. Bref, vous l'avez compris, le siècle d'humiliation fut une période extrêmement sombre et traumatisante de l'histoire de Chine. Pendant plus de 100 ans, l'Empire du Milieu ne fut que l'ombre de lui-même et quand Mao Tse-dong prend le pouvoir en 49, il a bien l'intention de mettre un terme à la lente agonie de la Chine. Il veut redonner au pays sa grandeur d'antan et pour ça, il a deux objectifs principaux. 1. Faire en sorte que la Chine ne soit plus jamais dominée par une puissance étrangère. Et 2. Récupérer tous les territoires perdus lors du siècle d'humiliation. C'est pour ça que dès son arrivée au pouvoir, Mao entreprend une politique d'expansion territoriale très agressive. Il annexe le Tibet, lance l'invasion de l'île d'Hainan et récupère l'Aksai-Chine en 1962 après sa guerre contre l'Inde. Il va même jusqu'à revendiquer le gigantesque territoire de la Mongolie, pays pourtant reconnu internationalement depuis 1945, mais que Mao lui considère comme une province perdue de l'Empire Qing. Le chef d'État chinois se montre également très menaçant avec d'autres voisins de l'Empire du Milieu et fait publier de nombreuses cartes où les frontières de la Chine englobent les territoires revendiqués. Et oui, si vous avez bien suivi, ce sont ces fameuses cartes dont on a parlé dans la première partie et qui vont provoquer la colère de l'Inde et du Bhoutan. Mais le problème pour Mao, c'est qu'à partir des années 60, l'expansion territoriale de l'Empire du Milieu va devenir un peu plus compliquée. Pour plusieurs raisons, la principale étant que la Chine n'est à ce moment-là pas assez puissante pour récupérer tous les territoires revendiqués par la force. Certaines de ces régions appartiennent à l'Inde, au Japon ou encore à l'URSS et il est très compliqué pour Pékin de les récupérer militairement. Et en 1969, Mao va bien se rendre compte de cette réalité. Il va ordonner l'invasion de l'île soviétique de Damansky, expliquant qu'historiquement, ce territoire appartenait à l'Empire chinois. Résultat des courses, la Chine subira une humiliation militaire totale et passera surtout à deux doigts de déclencher une guerre nucléaire avec l'URSS. Après la défaite contre les soviétiques, Mao puis ses successeurs vont donc changer de technique pour récupérer les territoires perdus. Comprenant que la Chine était encore trop faible militairement, ils vont privilégier la diplomatie à la force brute et chercher à négocier plutôt qu'envahir. Deng Xiaoping, chef de l'Empire du Milieu dans les années 80, matérialisera d'ailleurs ce changement de stratégie avec un slogan politique plus qu'évocateur. Hide your strengths, bide your time. Traduction, cachez votre force, attendez votre heure. Et donc pour les territoires revendiqués, la Chine va privilégier la solution diplomatique pour arriver à ses fins, à l'aide d'une méthode assez simple d'ailleurs, le troc. Concrètement, comme la Chine revendique énormément de territoires, cela lui donne un moyen de pression pour négocier et trouver des compromis avec d'autres pays. Ce qu'elle va faire, c'est notamment proposer d'abandonner certaines revendications moins stratégiques pour récupérer celles qui comptent vraiment. C'est ce qui va se passer par exemple avec le Kazakhstan, le Kirghizistan ou encore le Tadjikistan. Mais c'est surtout ce que va essayer de faire la Chine avec le Bhoutan. Rappelez-vous, Pékin revendiquait deux parties du royaume bouddhiste, Béyoul et Doklam. Sauf qu'en réalité, comme on l'a vu dans la partie précédente, il n'y avait que les territoires à l'ouest du Bhoutan, de par leur position géographique qui l'intéressait vraiment. Et donc dans les années 90, se servant de cette double revendication, la Chine va proposer le deal suivant. Elle abandonne ses revendications sur le Béyoul, peu intéressant stratégiquement, en échange de quoi le royaume bouddhiste lui cède Doklam. China says we will give up our claim to these areas in the north if you give us what we want in the west. So this is how China creates pressure in negotiation.
Mais malheureusement pour la Chine, contrairement aux autres pays comme le Kazakhstan ou le Tadjikistan, le Bhoutan va refuser son offre d'échange, notamment sous pression de l'Inde qui, comme on l'a vu pour des raisons stratégiques, ne voulait absolument pas que Pékin s'empare du Doklam. Et c'est donc suite à ce refus d'échange que l'Empire du Milieu va commencer à s'implanter au Bhoutan. En envoyant des premiers bergers dans le Béoul à la fin des années 90, puis en construisant quelques routes, Pékin voulait mettre la pression sur le royaume bouddhiste pour le forcer à lui céder Doklam. Le mettre devant le fait accompli, donner plus de poids aux négociations pour inciter le Bhoutan à accepter le deal diplomatique Béoul contre Doklam. Sauf que, comme on l'a vu, cette colonisation s'est anormalement accélérée depuis le milieu des années 2010. Le village de Djuelobu va être construit dans le Béoul, puis un second, les premiers colons vont arriver et surtout la Chine va directement coloniser le Doklam. Signe que la stratégie d'échange de territoire de manière diplomatique des années 90 semble devenue obsolète, puisque la Chine s'implante désormais de force dans les régions revendiquées. Alors, que s'est-il passé? Et pourquoi la situation a autant évolué? Comment on a pu passer d'une Chine qui cachait sa force comme le voulait Deng Xiaoping et privilégiait la solution diplomatique, à une superpuissance qui colonise directement son voisin et semble avoir abandonné toute idée de compromis? La réponse tient en 2 mots, Xi Jinping. À l'étranger encore, un nom à retenir, Xi Jinping. Il a effectué aujourd'hui une première visite officielle aux États-Unis et rencontré ici Barack Obama. Il deviendra dans quelques mois l'un des hommes les plus puissants du monde puisqu'il va succéder à Hu Jintao à la tête du Parti communiste chinois puis de l'État chinois. D'après les experts, l'homme est une énigme, conservateur ou réformateur. Une énigme. Voilà comment est présenté Xi Jinping aux Français début 2012 alors que son élection au poste de chef d'État chinois un an plus tard ne fait plus aucun doute. Peu connu du grand public, cet homme de 58 ans est en effet à cette époque compliqué à cerner. On sait que c'est un prince rouge, le nom qu'on donne au fils de haut dirigeant du PCC, et grâce aux relations de son père, il a rapidement gravi les marches du pouvoir chinois. Maire adjoint de la ville de Xiamen, il devient gouverneur du Fujian en 1999 avant de devenir vice-président de la République populaire de Chine en 2008. Voilà rapidement pour le CV du bonhomme. Mais ça ne nous dit pas vraiment qui c'est et surtout quels sont ses projets pour l'Empire du Milieu une fois qu'il sera devenu président. En fait, il faudra attendre le 29 novembre 2012 pour avoir un premier élément de réponse. Alors qu'il vient d'être nommé secrétaire général du PCC et que son élection est prévue pour mars prochain, Xi Jinping prononce un discours où il présente sa vision pour la Chine à travers un slogan, le rêve chinois. Nos luttes au cours des plus de 170 années qui ont suivi la guerre de l'opium ont créé de brillantes perspectives pour atteindre la renaissance de la nation chinoise. Nous sommes maintenant plus proches de cet objectif et nous sommes plus confiants et capables de l'atteindre qu'à tout autre moment de l'histoire. Nous parlons maintenant du rêve chinois. À mon avis, réaliser la renaissance de la nation chinoise a été le plus grand rêve du peuple chinois depuis l'avènement des temps modernes. L'objectif de faire de la Chine un pays socialiste, moderne, prospère, fort, démocratique, culturellement avancé et harmonieux peut être atteint d'ici 2049 lorsque la RPC marquera son centenaire. Et le rêve de renaissance de la nation chinoise sera alors réalisé. Bon, je sais, c'était un peu long, mais ce discours est très important, car c'est la première fois qu'on va réellement avoir un aperçu de la vision de Xi Jinping pour l'avenir de la Chine. Une vision d'un pays fort, en pleine renaissance, qui après des décennies de lutte héroïque, est maintenant en train de se relever avec pour ambition de redevenir une puissance mondiale d'ici 2049. Xi Jinping prononce d'ailleurs cette phrase qui résume tout, réaliser la renaissance de la nation chinoise a été le plus grand rêve du peuple chinois depuis l'avènement des temps modernes. Et en entendant ces mots, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle évident entre Mao Tse-Tung et Xi Jinping. Les deux hommes semblent avoir une vision presque mystique de la Chine et de son peuple, dans laquelle ce pays n'est pas un État comme les autres, mais une civilisation éternelle, un empire déchu qui doit renaître de ses cendres avec même une date en ligne de mire, 2049, le centenaire de la Chine communiste. Et pour réaliser la renaissance de la nation chinoise, Xi Jinping sait que cela passe obligatoirement par la reconquête des fameux territoires perdus. Une Chine amputée ne peut pas être une Chine forte. Sauf qu'à la grande différence de ses prédécesseurs, et notamment de Mao, quand Xi arrive au pouvoir, il se retrouve aux commandes d'un pays extrêmement fort, économiquement, militairement ou encore technologiquement, et qui n'a rien à voir avec la Chine plus faible des décennies précédentes. Ce qui fait que pour récupérer les territoires perdus de l'Empire du Milieu, Xi Jinping n'est plus obligé de passer par des méthodes diplomatiques. Il n'a plus besoin de faire des compromis pour agrandir le territoire chinois et est désormais assez puissant pour employer la force brute. Rappelez-vous de la doctrine de Deng Xiaoping. Cachez votre force, attendez votre heure. Eh bien, il semblerait que cette heure soit arrivée et que ça, Xi Jinping l'ait très bien compris.
Et c'est pour ça que la colonisation du Bhoutan s'est accélérée de manière exponentielle ces dernières années. Car contrairement à ses prédécesseurs, Xi Jinping n'a pas besoin que le royaume bouddhiste accepte son deal Beyoul contre Doklam. Non, il s'implante de force dans ces deux territoires, construit des villages, des routes et d'année en année grignote le territoire bhoutanais. Et le pire, c'est que la colonisation du Bhoutan devrait encore empirer dans les années à venir. Non seulement car Pékin colonise ce territoire de manière toujours plus intensive, mais surtout car en 2020, le pays a commencé à revendiquer une troisième région bhoutanaise, Sakteng, située à l'est du pays. Oui, vous avez bien entendu, encore un nouveau territoire revendiqué. Alors pour l'instant, Sakteng n'est encore qu'une revendication chinoise. Pour l'instant, mais quand on voit ce qu'il s'est passé au Beyoul puis au Doklam, il ne serait pas surprenant qu'on apprenne d'ici quelques années que Pékin a discrètement commencé à s'implanter à Sakteng. Car là où pendant longtemps les revendications chinoises rimaient avec compromis et négociations, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi, elles sont plutôt synonymes de pression et de colonisation. Et d'ailleurs, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que le Bhoutan n'est pas du tout le seul territoire à être menacé par les ambitions impérialistes de Xi Jinping. The Philippines rejecting China's new standard map, which appears to be extending Beijing's claims over the South China Now, the Sea. controversy over China's new standard map continues to rage. It's a violation of the law, and so that's where I put that map. Le 28 août 2023, le gouvernement chinois a dévoilé une nouvelle carte officielle du pays censée représenter les frontières de la Chine mais qui va provoquer un véritable tollé à l'international. De nombreux pays, parmi lesquels des alliés de Pékin, vont critiquer cette nouvelle carte et expliquer qu'elle n'était pas conforme à la réalité. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, disons que dans cette nouvelle carte officielle, le gouvernement chinois et Xi Jinping ont décidé de prendre quelques libertés et ont rattaché à l'Empire du Milieu des territoires qui, officiellement, ne lui appartiennent pas. Pas besoin de faire durer le suspense bien longtemps, évidemment, le Bhoutan est directement concerné par cette carte, puisque dessus, le Doklam et la majorité du Beyoul sont passés sous pavillon chinois. Mais c'est pas le seul pays à s'être fait grignoter son territoire par cette nouvelle carte. On a aussi l'Inde qui, elle, se voit dépossédée de cette immense zone, l'Arunachal Pradesh, un territoire qui avait été cédé par le Tibet aux Britanniques au début du XXe siècle et que la Chine essaye de récupérer depuis des décennies. On a aussi le Japon à qui l'Empire du Milieu a discrètement subtilisé les îles Senkaku situées proches de son territoire. Il y a aussi tous ces pays d'Asie du Sud que vous voyez là qui, sur la nouvelle carte chinoise, se retrouvent complètement dépossédés de leur souveraineté sur les petites îles des Spratleys. Et puis bien sûr, Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie intégrante de son territoire et qui, sur cette carte, est bien évidemment rattaché à l'Empire du Milieu. Plus surprenant encore, sur cette carte de 2023, la Chine revendique même une partie du territoire de la Russie. Cela concerne la petite île Bolchoï-Ussuriq, située à l'extrême nord de la Chine et qui est géographiquement partagée entre ce pays et la Russie. Sauf que sur la nouvelle carte de Pékin, cette île est complètement intégrée à l'Empire du Milieu. Alors bien sûr, beaucoup me diront que cette carte de 2023 n'a aucune valeur, que c'est qu'un bout de papier et que ce n'est pas parce que dessus des territoires sont intégrés à la Chine que Xi Jinping a forcément l'intention de les annexer de force. Et pourtant, ça serait oublier tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Ça serait oublier le siècle d'humiliation et oublier la promesse de Mao Zedong de récupérer tous les territoires perdus. Ça serait oublier que dans les années 50 déjà, la Chine publiait des cartes intégrant des zones qui ne lui appartenaient pas et on a bien vu ce que ça a fini par donner pour le Bhoutan. Ça serait enfin oublier qui est Xi Jinping, un homme qui ne se voit pas comme un président, mais plutôt comme l'héritier d'une mission historique, rebâtir l'Empire chinois. En réalité, cette carte n'est pas qu'un simple document anecdotique, c'est un symbole, le reflet matériel d'un projet impérial entamé il y a près d'un siècle et qui entre aujourd'hui dans sa phase active. Un projet porté par Mao, poursuivi par ses successeurs et qui avec Xi Jinping semble désormais avoir trouvé un leader prêt à en concrétiser chaque étape. 是海内外中华儿女的共同心愿，是大势所趋、大义所在、民心所向。历史的车轮，谁都无法阻挡。 Vous l'avez compris, le but de cette vidéo n'a jamais été de simplement parler de la colonisation du Bhoutan, mais bien de vous montrer que ce qu'il se passe dans ce petit royaume bouddhiste n'est probablement qu'un avant-goût de ce qui attend d'autres territoires revendiqués par Pékin. On pense notamment à Taïwan, l'objectif numéro 1 de Xi Jinping qu'il s'est juré de récupérer quoi qu'il en coûte. Et alors qu'une telle opération semblait encore improbable 10 ans en arrière, l'hypothèse d'une invasion chinoise de Taïwan prend chaque jour plus ampleur. La question n'est aujourd'hui pas de savoir si Xi Jinping va ordonner l'invasion de Taïwan, mais plutôt quand.
On peut également parler de la mer de Chine méridionale, où chaque année, la Chine augmente son influence et son emprise sur cette zone. Elle envoie des militaires patrouiller en permanence, attaque les navires étrangers et a même construit des îles artificielles pour les utiliser comme base militaire. On peut aussi évoquer l'Asie centrale, où au-delà de la colonisation du Doklam et du Beyoul, la Chine adopte chaque année une posture de plus en plus menaçante. En décembre 2022, elle a par exemple déployé des centaines de soldats dans l'état d'Arunachal Pradesh, ce qui a conduit à un affrontement armé avec l'Inde qui a fait des dizaines de blessés. En plus de ça, des récentes photos satellites ont montré que la Chine était en train de construire des dizaines d'aéroports et d'héliports au beau milieu de l'Himalaya, signe que des opérations militaires de grande envergure pourraient avoir lieu ici dans les prochaines années. Signe également que Xi Jinping ne lâchera rien et qu'il fera tout pour récupérer les territoires chinois perdus. S'il faut menacer, il le fera. S'il faut coloniser, il le fera. S'il faut envahir, il le fera. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est plus puissante que jamais, et le prince rouge qu'était Xi Jinping s'apprête désormais à revêtir ses habits d'empereur. Les obstacles seront nombreux, bien sûr, et des puissances comme les États-Unis n'ont aucune intention de laisser le chef d'État chinois aller au bout de son projet. Mais malgré ça, rien ne semble pouvoir ébranler la détermination de Xi Jinping et la mise en place de son plan impérial. Le bouton commence déjà à tomber, et telle une pile de dominos, de nombreux autres territoires pourraient suivre, et être rattachés de gré ou de force à la Chine dans les prochaines années. Auquel cas, Xi Jinping aura réalisé le rêve commun qu'il partage avec Mao de redonner sa grandeur millénaire à la Chine et prouver au monde entier qu'elle mérite plus que jamais son légendaire surnom, l'Empire du Milieu.